Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Ben, allô! Salut! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Et toi? Ça va super bien. Première fois qu'on enregistre de soir dans notre petite cabane, les lumières fermées. Avec les petites chandelles, c'est un petit crime glacé nocturne. Ouais. Surtout que l'épisode d'aujourd'hui est spécial parce que on enquête sur un crime qui est arrivé aujourd'hui même. C'est vrai! Qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 1h30 environ? C'est ça. Dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler pendant 2 heures de l'épisode qui vient de m'arriver en sortant de chez nous, v'là 1h30. Quand je suis sortie dehors de chez moi ce soir, comme tout allait bien, tout allait super bien dans ma vie, il manquait plus que ça. Mon char s'est fait défoncer! Il s'est fait défoncer la vitre ben raide. Direct devant chez elle? Oui! Puis là, je me sentais comme dans un épisode de True Crime. Là, j'ai appelé Jus direct. Puis j'étais comme, là, qu'est-ce que je devrais faire? Appeler la police? Là, Jus était comme, t'as-tu bougé des choses sur la scène? J'étais genre, t'as-tu bougé la voiture? Faut rester sur les lieux. Là, t'étais comme, je suis conne, j'ai ouvert la porte, il y a de la vitre qui a bougé. Là, j'étais comme les empreintes digitales. Mais vraiment, j'ai appelé la police. Écoute, grosse histoire, là. Ce soir, je m'attendais pas, en ce vendredi soir, faire du bricolage avec un policier. Ouais, pour boucher ta fenêtre. Mais oui. Ça, je pense que c'est parce que j'étais une fille. Genre, pour vrai. Il voyait une petite fille en détresse, puis il était comme pas capable, elle, de couper du carton avec ses ciseaux, m'a l'aidé. Il a sorti ses biceps pour couper du duct tape, là, puis il t'a fait une petite affaire... C'était très paternel, disons. Oui. Mais il était vraiment fin. Il était fin. Il est venu avec moi chercher une boîte dans le recyclage. Il m'a découpé ça. Il me montrait comment faire. Écoute, je pensais pas que ça allait m'arriver ce soir. Bon, ben, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. Non, on est drôle, hein? On est hilarant. Je pense que c'est l'effet nocturne nous rend un petit peu fofolle. Mais là, faut accélérer les choses parce qu'on a des petits trucs à dire avant de commencer. Oui, c'est vrai. Je peux commencer? Oui, je te laisse commencer. Suite à l'épisode 1, je sais pas si vous vous rappelez, de Lindsay Suvanarat, on a eu une gentille fille du nom de Melissa qui est full communiquée avec moi par courriel, là. Elle est bien fine, puis elle voulait comme clarifier des choses au niveau de la libération conditionnelle. Elle travaille pour le Service correctionnel Canada, SCC qu'elle appelle, puis elle me full préciser des points que peut-être le public ordinaire, disons, connaît pas. Puis même nous, là, dans nos histoires, tu sais, je pense qu'on avait peut-être pas saisi exactement... Les petites nuances, les petites précisions, non? Fait que je trouvais ça pertinent peut-être de vous lire un petit extrait de ce qu'elle m'avait dit pour éclairer tout ça. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser aussi. Donc, elle dit « Salut », donc elle est super fine. Ça part bien, on l'aime déjà. Je pense que l'erreur que la majorité des gens font, c'est de se concentrer sur le 10 ans. Parce que là, elle parle de Lindsay Suvanarat qui a eu prison à vie, mais libération conditionnelle après 10 ans. Elle dit, c'est de se concentrer sur le 10 ans et non pas sur la portion perpétuité de la sentence. Ça peut donner l'impression que la peine est clémente, alors que dans les faits, elle sera suivie par le SCC tout le reste de sa vie. Donc, même si elle sera en liberté, elle aura toujours des rencontres avec un agent de libération conditionnelle et elle aura toujours des conditions à respecter. Et ça, c'est si elle sort. L'idée d'une peine à perpétuité, c'est qu'il n'y a pas de période où la personne est remise en liberté, ce qu'on appelle la libération d'office, ou le 2/3 comme c'est souvent appelé par les détenus. Donc, ça éclaircit certains points. Nous, on est genre, après 10 ans, elle va vivre sa best life, c'est libérée, mais non, t'es jamais... Quand t'as une peine à perpétuité, t'es jamais complètement libre. C'est quand même rassurant, là. Ouais. Non, j'avoue. Avec les cas qu'on a fait en plus, là, du Turcotte pis tout, là. Puis, tu sais, c'est s'ils obtiennent leur libération conditionnelle, c'est même pas assuré, là. Non, exact. Puis, tu sais, je vais t'en parler aujourd'hui dans mon épisode aussi, là, mon cas d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment bien, en fait, que t'aies amené ça en début d'épisode parce que bref, il y a un peu la preuve de tout ça, là, aujourd'hui. On va faire un full circle moment. Exact. Ben, super. Merci full, Mélissa, d'avoir pris le temps de m'écrire. C'était vraiment gentil. Puis, si on a d'autres professionnels qui veulent partager leur savoir, n'hésitez pas à nous écrire par courriel. crimeglacé@commercialgmail.com. On est là pour vous lire. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Parce que nous, on se rappelle que on n'est pas des professionnels non plus. On ne connaît pas tout.
Puis il y avait une autre affaire aussi qu'il fallait qu'on dise en début d'épisode. Oui! On voulait faire un petit shout-out. On peut appeler ça un petit courrier du cœur? Oui, un petit courrier du cœur. Non, mais pour vrai, il y a une de vous qui nous a écrit, elle voulait qu'on fasse un petit shout-out à sa fille parce que sa petite fille Alix, de 16 ans. Allô, Alix? Salut Alix, ton nom est trop cool, by the way. Oui, c'est vrai. Elle avait fait découvrir le podcast à sa mère, puis là, ben, c'est sa mère qui vient de lui faire découvrir notre podcast Crème glacée. Fait que c'est ça, on voulait juste répondre et te faire un petit shout-out. Oui, merci de nous écouter, c'est trop cool. Une petite passion mère-fille de True Crime, j'adore, c'est malade. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, pour mon épisode, normalement, je me lancerais dans ma saveur de crème glacée du jour, mais contrairement à nos 2 premiers épisodes, mettons qu'on a un peu plus rigolé, envoyé chier les gens concernés, là, ben on pouvait un peu plus se permettre de dire une petite crème glacée puis de rire avec tout ça, mais je pense que l'épisode que je vais faire aujourd'hui, c'est pas très... ce serait déplacé, en fait. Tu sais, on va repenser à notre concept tout au long des épisodes, vous allez voir. Des fois, ça sera peut-être pas la saveur du crème, là, la saveur de crème glacée, parce que des fois, il y a pas de matière à rire, dans le fond. Non, on fait ça comme pour lancer la discussion au début, pour briser la glace. C'était juste pour discuter. On fait pas ça pour manquer de respect aux victimes ou aux familles, là. On compare pas un crime à une saveur. C'est pas ça notre but, là. Non, vraiment pas. On se l'est fait dire, là. C'est pas ça nos intentions. C'était juste pour détendre l'atmosphère, mais on va essayer d'être plus délicate. Ouais. Mais en même temps, c'est bien qu'on se l'ait fait dire comme aussi rapidement, parce qu'à date, moi, je veux dire, j'aimais ça, là, juste parler de notre saveur de crème glacée. Mais c'est vrai que des fois, ça n'aura pas toujours sa place, là. Fait que, il y a pas vraiment de saveur du jour par rapport à mon histoire, mais il y a peut-être une saveur du jour par rapport à ma vie, en ce moment. Je dirais juste que je me sens gomme ballon. OK. Gomme ballon, mais pas genre, elle, bleue avec des petits ouais. bonbons roses. Genre, tu sais, l'espèce de gomme ballon full de couleurs, là, que les enfants, ils mangent, là. Je sais pas si c'est ça dans ta tête. Peut-être que je suis complètement à côté. Multicolore. Genre bleu, rose, jaune. Tu sais, il y a plein de couleurs dedans. Hein? Moi, quand je pense à gomme ballon, c'est genre Booba Gum, là. Ouais, je suis peut-être complètement ailleurs. Bubblicious? Ben, c'est les petits rouleaux, là, la gomme ballon en roulette, là. Ouais. En plastique, c'est Bubblicious, ça? Ben, je pense... OK. Ben, j'avais pas la même saveur dans ma tête. Moi, c'était vraiment genre la saveur de crème glacée, gomme ballon, plein de couleurs. Hey, j'ai pas le référent. Ben, c'est pas grave. Voilà, tu vois, ça explique aussi ma saveur du jour. Ça a aucun rapport. C'est unique à toi. C'est unique. Je sais pas, je me sens funky. On dirait que tout pourrait m'arriver. Comme me faire rentrer dedans par un char. Je voulais juste le dire que si aujourd'hui, genre, vous voyez que, je sais pas, là, des fois, je manque de... Peu importe. Ça se peut que c'est parce que je suis complètement gomme ballon. Je me sens collée bien raide. Tu nous as prévenus, on est gomme ballon ce soir. Parfait. Je vais commencer, en fait, parce qu'on y arrivera pas. Là, si jamais vous écoutez ça depuis tantôt puis vous avez déjà abandonné, revenez. En tout cas, mais je vais commencer... Revenez. Mais non, je vais commencer ma vraie histoire puis ça sera peut-être pas super facile à entendre. Bon, parfait. On a sorti le rire, maintenant passons aux choses sérieuses. Ouais, exact. Alors, ça va comme suit. Je sais pas si tu la connais, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je pense que je t'en avais déjà parlé il y a un petit moment. Je vous parle aujourd'hui du cas du pont Jacques-Cartier à Montréal. Oh non, je connais pas, mais je sais que tu m'avais demandé, connais-tu ça? Ouais. Et j'avais juste dit non, donc j'ai pas été chercher plus loin, je voulais avoir la surprise. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, je vous parle du cas du pont Jacques-Cartier et donc de Chantal Dupont et Maurice Marcil. Première des choses, je sais pas là à quel point on est rendu à travers le monde là avec nos 300 personnes, mais je veux juste dire, si jamais vous savez pas, que le pont Jacques-Cartier, en fait, c'est un pont qui relie Montréal et Longueuil et qui passe, en fait, en dessous du pont Jacques-Cartier, on passe par l'île Sainte-Hélène, qui est comme une île, ben justement, entre Montréal et Longueuil, qui passe dans le fleuve Saint-Laurent. Et aussi, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est une histoire qui, selon moi, devrait autant être connue que, genre, le cas Cédrica Provencher, Guy Turcotte. Tu sais, c'est un drame qui est arrivé, en fait, v'là un petit peu plus longtemps, justement. Fait que peut-être c'est pour ça qu'on n'en parle pas encore autant. Mais c'est un gros cas, là, du Québec. Ouais. Ouais. Hey, j'ai aucune idée. C'est peut-être que je suis peut-être inculte, là, mais ça me dit absolument rien. Je pense pas, parce que, tu sais, même moi, en faisant mes recherches,
Je l'avais déjà entendu, ce cas-là, en écoutant un podcast encore, parce qu'on fait que ça, écouter des podcasts de True Crime. Mais, tu sais, il y a pas beaucoup de chaînes qui l'ont fait. Puis quand j'ai fait mes recherches, tu sais, il y a pas tant que ça d'articles sur le sujet, là. Je sais que c'est parce que aussi ça s'est passé il y a longtemps. Mais je sais pas, je trouve qu'on le sait pas assez. On devrait penser au pont Jean-Cartier puis se rappeler la mémoire de Chantal Dupont et Maurice Marcil. Mais non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je vais te la raconter aujourd'hui. Parfait. Donc, Chantal Dupont est née aux alentours des années 1964. Et au moment des faits, elle avait 15 ans. Donc, l'événement se passe en 79. Chantal, c'était une petite fille très normale, comme on pourrait dire. Tu sais, je veux dire, il y a rien d'extravagant à son sujet. C'est une ado de 15 ans dans ces années-là, dans les années 70, fin 70. Elle habitait à Longueuil, dans une famille très, très heureuse, rien à dire. Sa mère était femme à la maison, femme au foyer. Elle s'occupait de elle et de sa grande sœur Sylvie. Et son père, lui, était mécanicien pour une compagnie d'avions. Fait que ben normal. Donc, elle et sa sœur Sylvie, qui avait 17 ans au moment des faits, c'est juste deux petites filles ben gentilles, ben cute, qui vont à l'école, qui vivent dans une famille très religieuse. Fait que eux, le soir, en revenant du secondaire, ben ce qu'ils font, c'est comme prier, là, lire la Bible. Puis c'est très, très, très religieux. Okay. Comme plusieurs familles à l'époque, mais tu sais, quand même, c'était pas tout le monde qui était autant religieux. Tu sais, eux, ils étaient vraiment très... Bref, c'était ça, leur petite famille. C'était déjà plus commun, je pense, dans ces années-là que maintenant, là. Oui, exact. Non, c'est ça. C'était rien d'anormal, rien à dire là-dessus. Donc, ça, c'était juste pour te mettre un peu au courant de sa petite famille et de sa sœur, parce qu'elle va être quand même dans l'histoire. Puis on se rappelle, comme dans les années 70, fin 70, début 80, la musique... Dans ces périodes-là, eux, c'était des fans de musique, puis c'était de la bonne musique, là. Tu sais, on parle de comme les gens commençaient à écouter encore genre les Beatles, Queen, ABBA, toutes les tunes que comme on va mettre dans un karaoké quand on y va ensemble, là. Genre de Police, Pink Floyd, en tout cas. La musique était au rendez-vous. Oui, les grosses années, là. Ouais. Fait qu'on pouvait voir justement sur l'île Sainte-Hélène, qui aujourd'hui accueille Osheaga, Hillsonic, si vous connaissez, aussi genre la F1, tu sais, plein de choses. Puis c'est aussi sur l'île Sainte-Hélène qu'il y a la Ronde. Fait que c'est vraiment comme une ambiance de party. Mais à ce temps-là, à cette période-là, en fait, dans les fins des années 70, c'est quand même cool, là, tu sais, il y a tout le temps des shows, des bons shows de musique, là, tu sais. Wow. Voilà. Fait que ça, juste pour te mettre un peu dans l'ambiance. Puis c'est justement ça qui se passait, en fait, la soirée du 3 juillet 1979. Chantal et sa grande sœur Sylvie veulent aller voir un spectacle, justement, à l'île Sainte-Hélène. À la base, c'est Sylvie qui allait avec une gang de filles, genre ses amies pis tout, puis elle a invité sa petite sœur. Puis Chantal, pour sa part, elle avait invité son petit copain. On sait pas trop, en fait, si c'est son petit copain, là. Les sources, ils disent que oui, mais tu sais, c'est pas vraiment important à l'histoire, là. Il s'appelait Yvan Marcil, il avait 18 ans. Puis elle avait 15, en tout cas. Bref, mais c'était son petit ami, où ben, ils s'entendaient bien. Marcil. Ouais, voilà. Fait que le but était que Chantal et son chum Yvan sortent avec Sylvie et ses amis, genre sa grande sœur et ses amis. OK. Aller voir le spectacle. Puis eux, dans leur tête, tu sais, c'est une soirée d'été, il fait super beau, ben genre partir de Longueuil puis marcher sur le pont Jean-Cartier pour aller à l'île Sainte-Hélène, c'est pas tant long, là. Ça va leur prendre comme 40 minutes de marche, mais c'est ça leur plan. Juste pour te dire, mi-juin à peu près, avant la soirée du 3 juillet, Chantal, elle faisait comme un peu des crises de panique, là, comme on appelle ça aujourd'hui, là. Je pense qu'avant, on savait pas trop qu'est-ce qu'était une crise de panique, mais elle s'est mis comme un peu à paniquer une soirée bien normale. Puis elle a appelé ses parents pour qu'ils viennent la voir dans sa chambre. Puis elle avait genre un mauvais pressentiment. Genre une petite fille de 15 ans, elle avait un mauvais pressentiment. Elle a dit à ses parents, puis c'est eux qui l'ont rapporté après, mais elle a dit à ses parents, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais mourir bientôt. Hein? Non. Ouais. Genre je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais bientôt mourir. Ouais. Ah, puis là, ses parents, ils essaient de la rassurer. Tu sais, la petite fille de 15 ans, là, qui a pas à penser à ça d'habitude, là. Tu penses pas à ce genre de truc-là, mais elle avait comme un... Et ça fait peur. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, je sais pas... En tout cas, je sais pas si ça... Tu sais, à quel point c'est vrai ou que le monde a des intuitions, mais j'ai comme un peu l'impression que... Je sais pas. Ça peut vraiment arriver une petite intuition qui va se passer quelque chose. On entend ça souvent... Comme des mères là que leur enfant décède à l'étranger, mais puis cette nuit-là, pendant que ça l'arrivait, ils se réveillaient en panique. Tu sais, on dirait que ça l'arrive souvent des genres de
prémonitions ou des... Ouais. C'est... Ben, j'y crois, moi aussi, en tout cas. C'est bizarre à expliquer, mais tu sais, en tout cas. Puis là, on retourne au soir du 3 juillet, qui est comme 2 semaines plus tard. Ouais. Et là, Chantal, Sylvie, ses amis, ils s'apprêtent à partir et à aller rejoindre Yvan. Sauf que là, Yvan, à ce moment-là, il dit « Hey, pour vrai, finalement, je pourrais pas aller au spectacle à soir. » Il y avait comme quelque chose qui est arrivé. Mais il était comme, tu sais, je veux pas non plus, genre, perdre mon billet. Fait que ça te dérange-tu d'y aller avec mon petit frère Maurice? C'est ça. Fait que Maurice Marcil, c'est le petit frère de Yvan Marcil. Puis lui, Maurice, avait 14 ans. Donc, 1 an de plus jeune que Chantal. Fait que là, tu sais, Chantal est comme, ben oui, c'est bien correct, là, genre, on a quasiment la même âge, on se connaît déjà, ben, donne ton billet à ton petit frère, puis on va y aller avec lui. Fait qu'à date, c'est juste ça qui est censé se passer. Les 3 enfants, en fait, les 3 jeunes adolescents, on va dire ça de même, ils se réunissent, puis ils marchent, en fait, jusqu'à la ronde pour aller voir le spectacle de musique, qui était comme un spectacle, d'ailleurs, de Gérard Lenormand. Je sais pas si c'est qui... Non, ça me dit Moi non rien. plus, honnêtement, je connais pas trop. Mais ce qui est weird aussi, puis que j'ai l'impression que comme il y avait 10 000 signes qu'il allait se passer quelque chose, c'est que comme les 2 soirs avant, les spectacles avaient été annulés à cause de la météo. Genre, il faisait vraiment pas beau, il y a des tonnerres, des éclairs pis tout. Puis là, cette soirée-là, c'était limite. Genre, ils savaient pas trop s'ils allaient l'annuler. Finalement, ça a pas été annulé. Ouais, c'est ça. C'est trop weird. Oh man, j'haïs ça quand ça passe à un cheveu de pas se passer. Comme C'est juste ça un a petit vraiment détail. failli être reporté encore, tu sais. Oh my god. Mais bref, le show a lieu. Les petits jeunes, ils se rendent à l'île Sainte-Hélène à pied pour le spectacle. Mais là, je t'ai pas parlé beaucoup de Maurice. Fait que juste pour te mettre en contexte, je vais te parler de Maurice, le petit garçon de 14 ans. Donc, lui aussi, un petit gars pas mal assez normal. La seule chose qu'il y aurait comme de différent, mettons, de spécial à dire dans sa vie, c'est que quand que Maurice il était dans le ventre de sa mère, elle a fait un accident de voiture. Puis ça a fait en sorte que Maurice, il est né, mais il était déjà comme à moitié paralysé. Fait qu'il boitait un peu. Mais rien a attaqué son cerveau. Sauf que ça faisait que c'était un petit enfant à l'école qui boite un peu, il se fait un peu niaiser, il est un peu réservé, tu sais. Oh, les enfants sont tellement méchants, là. Oui. Pauvre petit pète. Ouais, vraiment. Mais sinon, tu sais, il y a quand même une super belle vie, là, il y avait rien à dire. Il y a aussi comme un autre élément marquant qui a comme un peu affecté le petit Maurice, c'est que ses parents se sont séparés pas longtemps avant l'événement. Fait que lui, il habitait chez sa mère, puis Yvan habitait souvent chez son père. Mais ils se voyaient quand même entre frères, là. Mais, tu sais, ça, c'est un autre événement marquant. Mais mettons, sinon, lui, petit gars réservé, ben fin, super intelligent. Il était champion de son club d'échecs à l'école. Oh! C'est super intelligent. Genre, il était champion de son école, là. On dirait que j'ai déjà de la peine, puis je sais même pas ce qui va arriver. Je sais. Mais je savais même pas trop comment je voulais vous raconter l'histoire, mais tu sais, je me dis, parlons des 2 victimes en premier. Fuck tout ce qui va se passer après, même si, genre, je vais vous en parler, là, mais... Concentrons sur ces petits jeunes-là qui avaient toute la vie devant eux. Ouais, vraiment. Donc là, je vous amène justement à la soirée où ils s'en vont au spectacle. Chantal, Sylvie et le petit Maurice se rejoignent. Puis là, pas longtemps après le début du spectacle, en fait, là, Sylvie puis la sœur plus vieille puis ses amis, eux autres, ils capotent leur vie, là, mettons, ils passent un super beau moment, tu sais, elle a 17 ans, ils sortent sur une île, nanana, puis ils font juste comme voir un bon show, fait que les autres, ils trippent. Sauf que Chantal puis Maurice, genre, ils se rendent compte que c'est un peu plate. Genre, ils ont pas tant de fun, la musique, elle les intéresse pas tant. Ils sont avec des gens plus vieux aussi, mais comme, ils ont pas tant les mêmes intérêts. Fait qu'eux autres, ils se disent comme, hey, pour vrai, on y va dessus. Genre, on fait juste partir parce que c'est pas le fun. Ils font juste s'assurer avec Sylvie que c'est correct, là. Genre, on peut-tu comme retourner à pied? Tu sais, on est nous deux. Fait que c'est pas si pire que ça, puis on va remarcher jusqu'à Longueuil. Comme des petits enfants sages. Ils préviennent la grande sœur, en plus. Oh. Oui, vraiment. Fait que là, Sylvie a dit comme, ben oui, pas de problème, je serais revenue avec vous, mais moi, j'ai le goût de rester. Tu sais, c'est un bon spectacle, puis j'étais avec mes amis. Fait que revenez, mais soyez prudents. Et puis, c'est correct, elle fait bien, elle a le droit. Ouais. Là, elles sont 2, là, je comprends. Ils sont habitués de faire cette marche-là. Ben oui. Rien de temps spécial à déclarer. Fait qu'il est comme, ben oui, allez-y. Donc, il est environ, à ce moment-là, 22h30, quand que les 2 jeunes adolescents, ils quittent l'île pour s'en aller vers Longueuil. Et là, ils marchent sur le pont. Il était 22h30 quand ils ont quitté Sylvie. À minuit, Sylvie, elle rentre chez elle, la grande sœur. Le spectacle est terminé, elle est revenue, puis tout ça. Puis là, Louis Dupont, j'avais pas encore parlé de lui, mais Louis Dupont, qui est le père de Chantal et Sylvie, lui demande comme, ben, est où ta petite sœur?
tu sais. Mhm. Puis là, Sylvie, à ce moment-là, elle se met un peu à paniquer. Ah, parce Elle est qu'elle est pas là? Ben non, elle devrait être là. Elle est partie comme, v'là 1h30, là. Tu sais, moi, je pensais qu'elle était censée être arrivée. Fait que là, Louis, il commence à paniquer et Sylvie, en fait, et toute la famille. Tout ce que Sylvie est capable de dire, c'est qu'il était avec le petit Maurice. Fait que peut-être qu'il serait allé chez elle, tu sais. Peut-être qu'il serait allé, chez lui. Dès le moment où il réalise ça, il quitte, en fait, toute la famille pour aller chercher. Fait qu'il retourne à l'île Sainte-Hélène, il passe par le pont, il passe par toutes les petites rues qu'elle aurait pu emprunter pour revenir. Hey, ça doit tellement être stressant, là. Vraiment. Genre, je capote quand je cherche mon chat, j'imagine pas mon kid. Oh my Non, c'est God. épouvantable. Dès ce moment-là, eux, dans le fond, Louis Dupont et sa petite famille, ils ont appelé la police tout de suite pour déclarer, en fait, que sa fille était disparue. Pour ce qui est de la mère de Maurice, elle savait même pas que son petit gars était parti au spectacle. Ah, Je pense ouais. que Maurice, il a dû juste comme... En fait, elle était comme convaincue qu'il était dans sa chambre. Fait qu'elle s'est juste rendu compte de ça le lendemain matin. Donc, le 4 juillet. Ouf. Quand elle est allée pour réveiller son gars puis qu'il était pas dans sa chambre. Puis elle, même chose, dès qu'elle voit que son petit gars, il est pas là, elle appelle le 911. Elle déclare que son petit gars, il est porté disparu. Pour une raison obscure, la police, pour ce qui est du petit Maurice, ils disent « Ah, c'est sûrement une fugue. » Hein? Pour la petite fille, il cherche, mais pour le petit gars, il cherche pas. mais ça s'est vite rétabli, là, tu sais, ça s'en va pas vers un gros drame, cette histoire-là, mais, je veux dire, par rapport à la police, mais pour ce qui est, c'est ça, une raison obscure, lui, il était comme, c'est peut-être une fugue, attendez 24 heures, puis s'il est pas revenu, recontactez-nous. Hey, c'est fou, ça change sur quel policier tu tombes, hein? Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est ça que moi, je me demandais, parce qu'en faisant mes recherches, je me questionnais, puis je me disais, l'affaire du 24 heures, là, de genre appeler pour une disparition puis d'attendre 24 heures, genre c'est-tu vrai? Je sais pas. Fait que bref, tout ça pour dire, j'ai pas aucune conclusion, là, je m'en viens quelque part. J'ai fait comme des recherches parce que à chaque fois que j'écoute un podcast de True Crime puis qu'il parle de l'affaire de 24 heures, je comprends pas comment ce serait possible. Tu sais, dans ma tête, un jeune, peu importe il a quel âge, s'il disparaît tout de suite puis que la famille a des raisons de croire qu'il est en danger, faut le chercher, faut le chercher, là. Pas d'affaire de répondre non, on pense qu'il a fugué. Là. Y a-tu quelqu'un qui connaît mieux, genre, que les proches de quelqu'un? Je sais pas. Puis au pire, il aura fugué, mais c'est pas grave. C'est dangereux. Un jeune qui fugue, il peut tomber sur les mauvaises personnes. C'est dangereux aussi, même si c'est une fugue. Là. Exactement. Puis, tu sais, ils ont tellement plus de chances, justement, de les retrouver rapidement s'ils commencent les recherches maintenant que s'ils attendent 24 heures, là. Ben oui. Puis on s'entend que niveau budget-wise, c'est pas une journée qui va changer, là, dans le déploiement des polices, là. Ils vont le chercher pareil, là, tu sais. Ben oui. Puis, bref, j'ai fait mes recherches, puis il y a rien de très clair, mais tous les sites, en fait, que j'ai trouvés portent à croire que c'est un mythe, en fait. Hein? Genre, pour vrai, tu cherches 24 heures avant de déclarer une disparition, puis sur tous les sites, comme même le site de la Gendarmerie royale du Canada, là, ça dit, en fait, ce n'est jamais nécessaire d'attendre 24 heures avant de... Ben là... Ouais, parce que tout part de, comme, les États-Unis qui répondent ça, ou qui ont peut-être des lois différentes des nôtres. Parce que... ils espèrent que la personne va les croire, fait qu'ils sont comme, attendez 24 heures, parce que probablement que une fois sur, je sais pas combien, ça doit être vrai que... quelques heures après, ils le retrouvent, puis ils veulent pas comme déployer des policiers pour rien, mais ils disent ça comme si c'était une vraie loi, comme. Ouais. Puis d'ailleurs, comme on a fait en début d'épisode là avec Mélissa qui connaît le sujet, si jamais comme il y a vraiment quelqu'un qui le sait encore plus que moi, parce que moi j'ai fait des recherches, puis pour vrai les 5 premiers sites internet qui étaient des sources fiables, ils disaient que c'était un mythe. Même que moi j'avais 48 heures en tête. Ouais. Mais c'est peut-être exagéré là, je sais pas. Ben ça doit dépendre des histoires. Tu sais, si on a ça en tête, c'est peut-être parce qu'à un moment donné c'est ça qu'un policier a répondu à quelqu'un, là, attendez... c'est comme si tu tombes sur quelqu'un de marabout aujourd'hui, il dit comment revenez dans 2 jours, genre, ouais. Ou si tu tombes sur mon monsieur de tantôt qui m'a aidé à faire du scrapbooking sur mon char, lui, il serait comme j'arrive, I'm on my way. Mais voilà, donc je vais reprendre juste pour dire, donc Madeleine, c'est la mère de Maurice, elle attend du mieux qu'elle peut de convaincre les policiers, de leur dire genre, voyons, c'est pas le genre de mon gars du tout de faire une fugue, fait aidez-moi quelqu'un. Puis bref, sur le coup, ça fonctionne pas, ils lui disent de rappeler plus tard. Sauf que là, ça l'a vite pris, en fait, ça l'a rapidement été clair avec tout ce qui a été rapporté, qu'il y avait un lien à faire, en fait, entre la disparition le même soir, provenance de la même place, de Chantal et de Maurice. Donc, ils ont rapidement pu faire le lien que les 2 histoires y fonctionnaient ensemble. Les recherches ont duré 7 jours.
Hey, Mais c'est pas si long que ça. Mais c'est long, là, c'est interminable. Là. Ça devait être comme un calvaire pour la famille d'attendre 7 jours. Les 7 plus longs jours de leur vie. Ben sûrement. oui, tu sais, puis eux, ils ont fait tous les lieux, mais après ça, t'as pas le choix de penser au pire, là. Tu sais, si après 7 jours, là, tes 2 petits-enfants calmes, ils sont à nulle part qu'ils auraient pu être. C'est sûr que les parents, ils pensaient au pire directement, là. Puis il y avait raison de croire ça, malheureusement. Et puis, pendant ce temps-là, côté de la famille Dupont, les parents, la sœur Sylvie, eux, leur technique, en fait, c'est juste qu'ils prient. Ils font juste comme prier pour qu'elle revienne, prier pour envoyer des bonnes énergies, prier pour que ça fonctionne, puis qu'ils la retrouvent en vie. Puis du côté de la famille Marcille, Madeleine, la mère, en fait, elle va essayer d'aller voir une médium pendant les 7 jours qui suivent, parce qu'on a eu plusieurs drames au Québec, en fait, que des médiums ont aidé à l'enquête, là, ou juste comme intervenu dans l'enquête. Fait qu'elle s'est dit, je vais aller voir une médium, puis elle va peut-être me guider pour savoir où est Maurice, s'il est encore en vie et tout. Puis la médium, en fait, est venue chez elle pendant ces 7 jours-là. Là. Elle avait son pendule, puis elle arrêtait pas de dire vers le fleuve. Fleuve. C'est le fleuve Saint-Laurent. Genre, c'est là qui est Maurice en ce moment. C'est tout ce qu'elle pouvait dire. Elle a pas dit d'autre chose à part comme fleuve Saint-Laurent. J'ai mes réserves sur les médiums, là. Ouais. Mais comme, si 2 enfants disparaissent sur le pont Jacques-Cartier, moi aussi, ma pendule, elle pointerait vers le fleuve. Oui, mais vraiment, là. Ouais. Vraiment. Mais bref, elle, c'était sa tactique. Là. Madeleine était complètement désespérée. Elle s'est dit, je vais aller voir une médium. Non, je comprends. Là, le matin du 10 juillet 1979, les 2 familles apprennent une terrible nouvelle. Leur monde s'écroule complètement. Ils reçoivent un appel des policiers qu'ils ont récupéré un corps, en fait, dans le fleuve près de Pointe-aux-Trembles, qui est complètement dans l'est de Montréal. Pas longtemps après, ça s'est fait en décalage, mais c'est vraiment pas clair dans les sources. Il y en a plusieurs qui disent comme une affaire, puis l'autre source dit comme l'inverse. Je vais pas dire exactement quel corps ils ont découvert en premier, mais ça s'est passé en l'espace de 2 jours, là, ou comme le matin du 10 juillet puis le soir du 10 juillet. Mais ils ont trouvé le premier corps à Pointe-aux-Trembles, sur le bord de l'eau, puis le deuxième à Lanoraie, à 1 heure de Montréal, dans la même direction suivant le fleuve. Puis c'était effectivement les corps de Chantal Dupont et de Maurice Marcille. Les 2 ont été identifiés par des membres de leur famille. Ça devait être épouvantable. Donc, par la suite, il y a une autopsie qui va être faite sur les 2 corps des 2 adolescents. Puis, ils vont être capables rapidement de déclarer que la cause de leur mort était la noyade. Ensuite, en poursuivant l'autopsie, ils ont été capables de déterminer d'autres petits détails qui font en sorte que ce n'est pas une simple noyade. C'est pas un accident. C'est pas un accident. Les 2 corps avaient des signes d'étranglement. Puis, la petite Chantal aurait été agressée sexuellement. Avant de mourir. Étranglé, mais la mort, c'est noyade. Oui. OK. C'est ça, je vais t'expliquer bientôt. Je m'en viens là. Je vais te raconter, en fait, ce qui s'est vraiment passé le soir du 3 juillet. OK, je sais pas si je suis prête. Ouais, préparez-vous. Ça va être assez difficile à entendre. Puis c'est complètement atroce. Puis de là, le fait que je comprends pas pourquoi je connaissais pas cette histoire-là. Ouais. Je trouve que c'est si proche de nous, en plus, le pont. Je comprends pas. Donc, je te présente nos 2 cons du village. Je sais pas comment les appeler. Les 2 idiots du village. Oui. Le soir du 3 juillet, alors que les 2 jeunes étaient sur leur chemin du retour, sur le pont, ils ont fait la rencontre de 2 hommes complètement dégueulasses, Gilles Pimparé et Normand Guérin. OK, on les haït, ceux-là. On les haït en tabarouette. Gilles et Normand, on se rappelle, là on n'est pas en 2024, donc Gilles Pimparé et Normand, c'est pas des vieilles personnes. À ce moment-là, les 2 hommes ont 25 ans. Oh boy, OK, j'avoue, moi aussi j'avais en tête des vieux monsieur, là. Non, c'est ça. Les 2 gars, en fait, on va les appeler de même, c'est pas des hommes, c'est des petits gars. Des petits Christ. Ils ont 25 ans. Et ils sont bien connus des autorités policières. Je vais pas beaucoup te parler de leur vie autant que je l'ai fait des victimes parce que ça me tente pas de trop leur donner d'attention, mais je vais quand même juste te dire un peu la base. Gilles et Normand ont vécu des enfances difficiles, of course. Comme plein de monde qui ont rien fait de mal après. Ouais.
Ça l'excuse rien. C'est ça. Ça l'excuse rien du tout, mais tu sais, regarde, les deux hommes ont eu des enfances difficiles. On en sait un peu plus sur Gilles. Gilles, lui, dans le fond, il se faisait battre par son père quand il était jeune. Il se faisait agresser par son père quand il était jeune. C'est tellement arrivé tôt dans son enfance qu'il est devenu lui-même violent très rapidement. Il avait 2 sœurs, puis il était violent avec ses sœurs. Oh my God. T'sais, il a commencé très tôt à être violent à l'école. Puis tu sais, ce qu'il a fait à ses sœurs, il a comme brûlé le bras d'une de ses sœurs parce qu'il était fâché. Une autre fois, il a comme lancé un couteau sur une autre de ses sœurs, mais ça l'a pas comme blessé gravement, je pense, mais quand même. Puis tu sais, à un moment donné, il a failli se faire renvoyer de l'école, je sais pas trop, il a frappé la directrice de l'école. Il est vraiment là... Mon Dieu. Violent. Donc, Gilles Pimparé, puis d'ailleurs, je voulais juste te dire, il a grandi dans le Faubourg Amlas. Je sais pas si ça dit quelque chose, ce nom-là, mais là, c'est Fantaisie. Mais là, c'est Fantaisie. Il a grandi là. Ouais, fait que c'est comme dans le coin de Hochelag, Centre-Sud, pas loin du pont, là, dans le Faubourg Amlas. Ouais. Hey, c'est bon ce livre-là, mais c'est rough. Ouais, c'est vraiment rough. Mais c'est ça, on dirait que d'avoir lu, mais là, c'est Fantaisie, d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez lu, mais très bon livre, mais vraiment difficile à lire. Ouais, soyez prêts, mais très bonne lecture. Vraiment. Mais on dirait que juste d'avoir lu qu'il a grandi dans le Faubourg Amlas, avec toute l'énergie puis l'ambiance qu'on voyait dans le livre, j'étais comme, ouais, ok. Ouais, je comprends. Il y avait sûrement des personnages comme Gilles. Ouais, c'est ça, malheureusement. Il y en a dans le livre aussi. Fait qu'il habitait au coin des rues Ontario et Frontenac. OK. Tout près de où est-ce qu'on habitait avant, d'ailleurs. Oui. Donc voilà, fait que Gilles a commencé à être agressif avec ses sœurs, avec les gens à l'école, avec les autres élèves. C'est vraiment vite arrivé. Puis à un moment donné, il a juste été comme renvoyé de son école, puis il a été envoyé à l'école Saint-Vallier, qui est une école pour les enfants, pour les durs, qu'on appelle. Fait que à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui allaient à cette école-là, dans ce quartier-là, puis ils faisaient juste tous se faire envoyer à l'école Saint-Vallier. Mais comme, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Genre, envoyer plein de gens rough ensemble, tu sais. Ça se craint entre eux. Ben, c'est sûr, là, ça se craint entre eux, puis ça rencontre des amis pour la vie. Des partners in crime. Exact. Fait que c'est là que Gilles a rencontré son bodé, Normand Guérin, qui était lui aussi, on en sait un peu moins sur sa vie, mais lui aussi, il a connu une enfance difficile, un petit classique qu'on entend. Puis il a été envoyé à cette école-là. Ouais, j'ai de l'empathie pour les enfants qui ont rien demandé, mais une fois rendus vieux, qui choisissent de faire des mauvaises décisions comme ça, j'ai plus d'empathie. Ouais, vraiment. Donc, empathie au petit Normand et au petit Gilles, mais après ça... on oublie. Non, exact. Puis il aurait dû avoir l'aide, en fait, qu'il avait besoin pour pas se rendre là. Puis toute l'époque, le quartier, je sais pas, mais en tout cas, bref. Gilles fait la rencontre de Normand à l'école. Ils vont tout de suite bien s'entendre. Ils ont les mêmes espèces de passion pour la violence, l'abus, l'horreur, leur folie. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. À un certain moment, je sais pas s'il est encore à l'école, c'est peut-être un peu après, mais Gilles, il va être incarcéré pour avoir fait des hold-up dans des dépanneurs. Il commençait comme ça, ces petits crimes. Ça a commencé de même. Il y avait une arme, pour vrai. Donc, il y aura eu une sentence de 20 mois de prison. OK. Puis l'homme qui s'occupait en fait de savoir si on pouvait le réhabiliter ou pas, il a décidé de croire en lui, de dire « Hey, regarde, Gilles, c'est un jeune homme, il a encore le temps de changer, il a encore le temps de s'améliorer. » Je pense qu'il a bien compris. Fait qu'il a seulement été 5 mois en prison. OK. Ah! Ouais. Ça, c'était sa sentence, le 20 mois. Mais il en a servi 5. Parce que c'est pas long, les gens ont cru en lui. En 5 mois, tu changes pas ben, là. Ben non. Ça te prend un peu plus de temps d'habitude, là. Ouais, surtout pas quand t'as genre, je sais pas, il avait quel âge, là, mais comme 19 ans, mettons, là, 20, 21, je sais pas trop, là, mais... Yo, il était encore sur le party, là, pis en tout cas, dans ma tête, c'est pas 5 mois qui va le traumatiser, là, pis qui recommencera plus jamais. Après ça, il a tout de suite été retrouvé son ami Normand, bien évidemment, et ils ont commencé à se créer une espèce de modus operandi, qu'on appelle. Oh oh. Ils se sont dit, on va faire des hold-up ensemble, mais faut trouver comme un endroit que c'est facile de faire des vols, en fait. Qu'il y a beaucoup de monde, qu'il se passe plein d'affaires, voilà. Ils ont commencé, pendant l'été 1979, à aller sur l'île Sainte-Hélène, dans le coin de la Ronde, se tenir là toute la journée, puis ils se cachaient dans les buissons, puis ils volaient les gens, genre directement. Ils allaient voler les gens. Ils sont creep, là. Ouais. C'est un buisson, franchement. Ouais. Fait que ça a commencé par des vols, et ils ont aussi commencé à vouloir faire des agressions sexuelles. Ah ben...
Fait qu'ils profitaient d'être sur l'île Sainte-Hélène, à la Ronde, où est-ce qu'il y avait beaucoup de monde. Puis, ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il y aurait eu 2 femmes qui ont porté plainte pour agression sexuelle contre eux, qui ont cru reconnaître les hommes. Puis, il y aurait eu au moins, puis ça, c'est juste eux qu'on sait, 9 vols. OK. Pendant un court laps de temps, là. On est comme juin, juillet, là. Ouais, ils sont rapides et efficaces, malheureusement. Exact. Fait que, tu sais, pendant genre quelques semaines du mois de juin, à chaque jour, sont là à ronde, puis ils essayent tout ce qu'ils peuvent pour comme voler ou violer des gens. C'est super triste. Ils ont volé comme des gens âgés entre 16 et 65 ans et 2 femmes qui auraient été agressées sexuellement. C'est ce qu'on sait. Donc là, c'est ça, je te ramène au moment où ils croisent les 2 jeunes, Chantal et Maurice, qui reviennent tout bonnement sur le pont Jean-Cartier à pied. Puis là, ils les voient au loin, puis ils se disent « Ah, on va les voler ». Première affaire, je me dis 2 jeunes. Ils ont clairement genre 2 piastres puis un jujube dans leur poche, là. Ouais. Ils disent qu'ils voulaient les voler, là. Que c'était juste ça, là, mais on s'entend-tu que c'est vraiment pas ça. Donc, ils se cachent derrière un buisson, classique. Puis quand les 2 enfants passent devant eux, ils font juste à 2 aller les agripper. Puis là, c'est Normand qui les tient, les 2, avec un pistolet au cou des enfants, pendant que Gilles, lui, il a un couteau puis il menace les enfants. Puis là, ils leur disent « Suivez-nous, on s'en va par là-bas », puis il les amène en fait à la passerelle 111, qui est une passerelle qui était ouverte en fait pour des travaux. Il y avait des travaux sur le pont. Puis la passerelle en fait, c'est comme les escaliers qui descendent puis qui t'amènent juste en dessous du pont. Okay. Fait que t'es plus sur le trottoir, t'as descendu genre une petite grille en métal puis t'es genre sur les poutres, là. Oh my god. C'est super dangereux. Puis c'est ça aussi qui va comme en venir au fait que c'est super frustrant comme histoire, c'est que il y avait eu tellement de plaintes de citoyens qui marchaient sur le pont puis qui avaient appelé la ville en fait pour dire que c'était super dangereux puis que même s'il y avait de la construction dans le jour, ben le soir ils devraient au moins barricader la passerelle parce qu'elle était ouverte. Ben voyons aussi. Ouais. Donc là, ils amènent donc Chantal Dupont et Maurice Marcil sur la passerelle numéro 111. À ce moment-là, les 2 dudes, ils vont promettre aux 2 enfants qu'il n'y a rien qui va leur arriver. Ils sont juste là pour leur prendre leur argent, mais après ça, ils vont les laisser partir. Comme de fait, c'est pas ça qui est arrivé du tout. C'était vraiment pas vrai. Donc là, on s'entend, à ce moment-là, les 2 sont littéralement suspendus dans les airs sur une poutre, là. Genre, ils sont sur une poutre. Ils pourraient comme tomber à tout moment. Puis c'est l'eau en dessous, là. Ouais, c'est l'eau en dessous. Puis il fait noir, puis il est comme aux alentours de 11 heures. Puis si vous voulez pas comme entendre juste les détails de ce qu'ils leur ont fait, vous pouvez skipper peut-être 30 secondes, 1 minute. C'est pas si long, mais ouais, peut-être 1 minute pour être sûr et vous nous reviendrez après. Chantal, elle va commencer à pleurer. C'est super triste. Puis elle va dire à Gilles, s'il te plaît, ne me fais pas mal. Puis là, j'ai le goût de pleurer. Et puis là, Gilles va lui voler sa virginité à ce moment-là. Petite fille de 15 ans. Je vais vomir. Gilles va commencer à l'agresser sexuellement. Ensuite, Gilles, il fait juste passer Chantal à Normand, puis il dit « à ton tour ». Donc voilà, j'en reviens pas. Gilles, il va dire à Maurice « Là, je suis désolée, mais vu que tu viens de voir ce qui s'est passé, j'ai pas le choix de te tuer. » La seule affaire que Maurice va dire, c'est « S'il te plaît, avant de me jeter dans l'eau, tue-moi avant. » Parce qu'il veut pas tomber, tu sais. Puis, en tout cas, c'est épouvantable. Voir qu'il pense à ça, comme... Oh my God. Parce qu'il sait à ce moment-là que Gilles, il va juste le pitcher en bas de la passerelle. Là. Lui, il est en train de se faire tenir, mais genre de justesse. Là. Donc là, à ce moment-là, les 2 hommes vont prendre une corde, la mettre autour du cou de Maurice pour l'étrangler. Ils vont serrer le plus fort qu'ils peuvent, mais ils ont vraiment de la misère parce que eux-mêmes sont comme un peu dans le vide, puis ils ont Chantal, puis en tout cas, ils vont essayer comme à 2 reprises de l'étrangler comme il faut. Puis à un moment donné, Maurice va perdre connaissance et là, ils vont le pousser dans l'eau. Sauf que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il est mort de noyade parce que Maurice, ça a été prouvé que lors de sa chute dans l'eau, il était encore en vie. Oh, j'espère qu'il s'est noyé, mais comme inconscient. Ouais. J'espère qu'il s'est pas réveillé, là. J'espère vraiment. Puis c'était une chute de 163 pieds, pour être plus précise. Quand même. Tomber du pont, dans l'eau glaciale, quand même si c'est l'été. Des fois, juste le flat, genre, le choc de tomber dans l'eau, ça tue, là. Et puis là, ce qui se passe après, c'est Chantal, elle va continuer de pleurer, puis elle va dire à Gilles, « Tu m'avais promis que t'allais pas nous tuer. » Pauvre petite. Tu sais, comme, en ce moment-là, elle avait encore de l'espoir. Puis là, même affaire, il va lui dire que comme elle vient de voir Maurice se faire tuer, ben il a pas le choix de faire la même chose pour elle. Ils vont prendre la corde, ils vont étrangler Chantal,
même chose quand ils ont réussi puis qu'elle est inconsciente, ils la pitchent dans l'eau, encore une fois, puis elle aussi était vivante au moment d'atterrir dans l'eau. Donc, elle aussi, elle est morte de noyade. Comme tu dis, j'espère vraiment qu'ils se sont pas réveillés. Puis pour mettre à quel point c'est épouvantable comme histoire, tout ce que les deux gars auront eu cette soirée-là, comme argent, c'est 2 $. J'ai littéralement dit, ils ont 2 piastres dans leur poche. C'est exactement ça. Genre, Maurice avait 2 $, Chantal, rien du tout. 2 meurtres pour 2 piastres. Ouais. Puis les deux dudes, là, que genre, j'ai même pas envie de répéter leur nom, ce qu'ils vont faire après, parce que, tu sais, il est comme à peu près peut-être 11h, 11h15 à ce moment-là. Ils ont toute la soirée devant eux, hein? Ouais. Ils vont retourner à la ronde, puis ils vont utiliser le 2 piastres pour aller s'acheter de la pizza. Puis ils vont manger de la pizza. Ah, j'ai haï. Heureusement, la seule chose qui est comme bien, c'est que ils ont tellement fait de comme, tu sais, il y avait déjà eu 2 agressions sexuelles, donc des personnes qui ont porté plainte, 9 vols environ, peut-être même plus, sur l'île de la Ronde. Donc, ça a comme pas pris beaucoup de temps de faire le lien entre les 2 hommes et ce qui est arrivé à Maurice et Chantal. Donc, les 2 hommes se sont fait arrêter quand même rapidement. Fait que ça, c'est la seule bonne nouvelle, c'est que ça l'a pas pris trop de temps. Puis avant leur procès, ça l'a pris 3 mois. Pendant ce 3 mois-là, Gilles a essayé de s'enlever la vie 2 fois. Puis Normand, lui, quant à lui, il était un peu moins... comment dire? Je sais pas. Il était plus terre à terre? Ouais, il était moins fort dans le sens de comme... Tu sais, Gilles, il en avait rien à foutre. Là. Il avait aucune empathie, il disait rien. Lui, il aimait mieux mourir que de confesser puis tout ça. Normand, il était un peu plus faible, puis il a confessé direct. Il a tout avoué. OK, je comprends. C'est lui qui a tout dit qu'est-ce qui s'est passé. De A à Z. Il avait peut-être... 1 millimètre de conscience, lui, comparé à Gilles. Exact. Puis tu vas voir aussi plus tard, c'est justement pour ça que les deux, ils n'auront pas subi comme la même vie par la suite en prison. Les 2 hommes passent en cours après 3 mois, puis avec le double meurtre qu'ils ont fait, les 2 ont été condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Comme on a parlé un peu tout à l'heure. La pire sentence. Ouais. Puis là, tu sais, on s'entend, c'est arrivé en 79. Fait que là, tu devrais te dire... Tu sais, si, mettons, on n'avait pas su cette information-là grâce à Mélissa, tu te dirais, OK, mais là, sont-ils sortis? J'espère que non. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que non, pas encore. Pour ce qui est de Normand, lui, comme je te disais tantôt, qu'il a avoué rapidement, il a fait plein de thérapies en prison pour les gens violents, les gens qui ont des problèmes de déviance sexuelle. Il a fait un traitement pour diminuer les hormones sexuelles, en fait, puis ce qui... il a comme tout voulu s'assurer de pas recommencer. Tu sais, mettons, il était plus là que Gilles. Il a essayé au moins un peu de se repentir, disons. Je l'aime pas pareil, là, non. Mais OK, au moins. Ouais. Il est encore en prison, mais il a le droit à des visites maintenant. Il a réussi à comme sortir de temps en temps surveillé. Là, en ce moment, il est encore en prison, mais c'est ça, il a le droit à des visites, contrairement à Gilles. Gilles, pour sa part, au début, il a montré aucune empathie, aucun rien du tout. Puis il avait pas l'intention de changer, clairement. Il a essayé de s'enlever la vie 2 fois, comme je t'ai dit, puis ensuite, il a demandé 9 fois d'avoir sa libération conditionnelle, puis ça l'a toujours été refusé. Puis ça me frustre parce que chaque fois, faut que la famille retourne au tribunal, tellement. Ils retémoignent, ils redisent à quel point ils veulent pas qu'il soit remis en liberté, blabla. Comme tu peux pas faire ton deuil puis move on si aux 2 ans, je sais pas exactement si à combien d'écarts tu peux les faire ces demandes-là, mais ça doit être pénible. Puis là, la dernière fois qu'il a essayé de demander sa libération conditionnelle, c'est en mars 2022. Puis en mars 2022, ils ont dit, là, t'as pas le droit ils ont refusé, en fait, une nouvelle demande jusqu'en 2027. Puis Gilles, tu sais, quant à lui, il vit pas sa best life du tout, là, en prison. Là. Karma. Quand t'arrives en prison pis que, genre, t'as agressé sexuellement un mineur, tu te fais pas bien accueillir, là. Tous ses compagnons de prison ont voulu qu'il quitte. Genre, ils voulaient le voir disparaître, ils voulaient le tuer, ils voulaient... Tu sais, c'est un pédophile, là. Ils le traitent de pédophile, ils le traitent de tellement de choses. Même lui, ben en fait, il a vécu des agressions sexuelles en prison. Il l'a pas facile, mais tu sais... Je veux pas dire qu'il le mérite, parce que j'aime pas ça dire ça, mais il l'a pas facile en prison, puis c'est ça qu'il est en train de vivre en ce moment. Sauf que pour qu'on continue à pas avoir pitié de lui... Lors, à un moment donné, d'une demande de libération, tu sais, ils doivent quand même, genre, lui parler, ils doivent aller voir, comme, des gens autour de lui qui peuvent, comme, témoigner, est-ce qu'il est prêt, il est pas prêt. Puis, à un moment donné, ils ont découvert qu'il empruntait un ordinateur à la prison. Puis, sur son ordinateur, ils ont découvert 1500 photos pornographiques dessus.
Ouais. Quoi? Un ordi? Oui. Me semble que ça doit quand même être tough à accéder à de la pornographie juvénile. Je sais pas. Ils ont une salle d'ordi, puis il y en a un, I guess que c'est comme attitré à lui. Il a le droit d'aller genre jouer à des jeux. Je sais pas. Ils ont trouvé sur un ordi en prison 1500 photos de pornographie juvénile. OK, mais là, il va jamais ressortir de là. Il va jamais ressortir, là. Voyons. Puis il y en a une des photos qui est la plus troublante. C'est une photo d'une jeune fille dénudée, puis le background de la photo, c'est le pont Jean-Cartier. Oh, il fait par exprès. Ça montre là, que comme ça, il pense encore à ça. Puis c'est pas genre des remords, là, ça. Non. Là. C'est loin d'être des remords. Oh, man. Mais, OK, peut-être que c'était genre dans les années 2000, fait que les ordis, ça commençait, puis peut-être que genre la prison savait moins comment surveiller tout ça, là. Ouais. Mais what the fuck? Genre, me semble, les prisonniers, c'est déjà difficile d'avoir comme un petit cellulaire qui se cache dans le trou de pète, genre un ordi, comment ils font? Je sais pas. Je sais pas si c'est comme qu'ils ont une salle d'ordi. Ouais, peut-être qu'ils ont une salle d'informatique, genre pour qu'ils puissent, je sais pas, écrire sur Word, là, puis jouer à Pac-Man ou je sais pas, là, mais... Ouais. Voyons donc. Moi aussi, j'ai entendu ça, je comprenais pas du tout. Puis juste vous dire, la prison, en fait, qui sont détenus, c'est la Macasa. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. C'est une prison qui est comme pas loin du parc national des Laurentides, du Mont-Tremblant, en fait, dans les Laurentides. Ah, non, je connais pas vraiment, à part Port-Cartier, je connais pas les prisons ben. Il me semble que j'aurais fait une petite commémoration, quelque chose sur le pont Jacques-Cartier. En tout cas, j'ai jamais passé dessus sans penser à ça, là. Non, même chose. Même chose pour moi. On dirait qu'à chaque fois que j'y vais, justement, j'ai tout le temps un petit haut le cœur, là, de savoir ce qui s'est passé. C'est fou. Ah. Ouais. Anyway, fait que c'est juste vraiment triste de savoir tout ça. Puis là, je vais te parler un peu des familles après la mort de leurs enfants. Puis ça me... Je comprends pas, là, ça me fait vraiment de la peine. Mais il y a un film qui est sorti sur ce sujet-là en 1992. Hein? Ouais, c'est en noir et blanc, genre c'est vraiment vraiment vieux, ça s'appelle Le Pardon. C'est un film qui a été réalisé par Denis Boivin. C'est un film documentaire là, fait qu'ils vont aller rencontrer Normand, ils vont aller parler aux parents de Chantal Dupont, aux parents du petit Maurice. Puis il y a une scène dans le film que je voulais justement comme reparler là. Mais les parents de Chantal Dupont, tu sais, ils étaient très croyants comme je t'avais dit. Mm-hmm. Ils croyaient vraiment que, tu sais, pardonner aux autres leurs péchés. Eux, ce qu'ils se disaient, puis je vais comme les quoter, c'est que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Fait que ça part un peu de là, je pense, tu sais, du fait qu'ils sont super croyants. Il y a un moment dans le film où est-ce que les parents de Chantal Dupont vont aller rencontrer Normand. En fait, je sais pas s'ils sont allés rencontrer Gilles, mais ils sont allés rencontrer Normand. Ils ont voulu lui parler de vive voix, puis ils l'ont pardonné. Puis il y a une scène dans le film c'est les deux parents qui donnent un câlin à Normand. Ils serrent dans le meurtrier de leur fille, l'agresseur de leur fille. Puis c'est ça qui est dur, comme je trouve, à... Tu sais, en ce moment, j'ai même pas envie de tant donner mon opinion, mais je sais pas qu'est-ce que je pense par rapport à ça. Genre, c'est leur manière de survivre avec ça, là. Ouais. J'imagine que pour eux, ils vivent mieux avec ça s'il y a plus de haine. Ouais. T'sais, ils peuvent passer par-dessus. Fait que peut-être que pour eux, c'est mieux de pardonner puis c'est la seule passer façon qu'ils trouvent à vivre leur vie, là. Ouais, ça doit être de laisser ça au passé puis de... Mais je trouve ça courageux dans un sens parce que... Ils sont forts, là, parce que... Mais vraiment, là. C'est pas comme s'ils sont aux nouvelles puis ils font juste parler en disant « On vous pardonne ». Non, ils sont... Un câlin, ils l'ont touché. Ouais. Tu sais, c'est... Ils l'ont pris dans leur bras. C'est de la proximité, là. C'est vraiment intense, là. Ouais, vraiment. Si ça les a aidés, tant mieux pour eux, là. C'est... Ouais. Ça, c'est pour ce qui est des parents de Chantal Dupont. Puis malheureusement, la mère de Chantal va mourir quelques années après. Elle va décéder. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est que juste avant de mourir, elle aurait dit qu'elle s'en va rejoindre sa fille maintenant. Oh. Ouais, c'est trop triste. C'est ça. Puis sinon, pour ce qui est de la famille du petit Maurice, c'est sûr qu'ils ont eu le même choc, là. Je veux dire, ça a été aussi gros d'apprendre que leur petit gars est décédé. Par contre, eux, malheureusement, ils ont jamais pu pardonner rien, là. Ils vivent comme avec une espèce de rage pour toujours. Ça a gâché leur vie, là, littéralement. Le père du petit Maurice, il est fâché, il essaie de faire des choses pour le fait que, comme, le gouvernement, tu sais, qui a pas barré la passerelle. Ouais. Après ça, la ville pour la sécurité, la ronde. Il y a eu de la négligence, là, ouais. Tu sais. Ça aurait pu être évité. Bref, fait que eux, ils ont vraiment pas le même... Puis les deux réactions sont autant valides. Ben oui, c'est ça.
Mais bref, ça ressemble à ça, puis je veux juste reprendre un moment pour dire à quel point genre je les trouve courageux de continuer à vivre après genre un événement aussi tragique que ça. Puis tu sais, même les parents de Dupont que j'ai comme de la difficulté à comprendre, c'est tellement fou comment ils ont pu passer par-dessus ça pour se dire comme OK, nous on nous reste, il nous reste une vie à vivre, on a encore un enfant, genre on va pardonner, genre. C'est de la force. C'est vraiment fou. C'est des histoires tellement terribles, mais comme ça montre la puissance un peu, le courage humain là, qui de tellement de victimes qui passent à travers des histoires complètement horribles, comme Isabelle avec le cas de Guy Turcotte, là, comme quelle femme forte de vivre sa vie après ce qu'elle a vécu là, comme. Mais fait que bref, puis vous nous direz, je sais pas, vous me direz si jamais vous aviez déjà entendu parler de cette histoire-là. Ça m'intrigue. Tu sais, j'ai fait un test, là, je checkais avec des gens un peu plus de cet âge-là, là, mettons, qui auraient eu cet âge-là à l'époque. Je leur posais la question, puis c'est comme tout loin dans leur tête. Genre, soit qu'ils ont oublié, soit qu'ils savaient pas du tout, ou qu'ils ont... Ça leur disait de quoi, qui ont comme perdu la majorité de l'histoire. Mais tu sais, moi, je me dis, mettons, Cédrica Provencher, là, j'étais jeune, mais c'est sûr, je m'en rappelais tellement longtemps, là. Peut-être aussi l'accès à l'information était plus difficile dans ces années-là. Nous, on va s'en rappeler, là. Moi, je vais m'en rappeler toute ma vie, là. Je passe sur le pont souvent, puis je vais penser à Chantal et Maurice. Mais puis je voulais juste aussi vous dire de faire attention, en fait, à vous, tout le monde. D'être prudent, de regarder quand tu marches dans la rue des fois le soir, de checker un peu tes environs, de regarder en arrière, Moi, j'ai l'impression que le true crime, c'est une des affaires que ça m'a comme amené, là. Tu sais, je pense pas que c'est de la paranoïa, mais c'est plus comme de la prudence, là. La précaution. Mais de marcher dans la rue, puis de pas faire confiance à tout le monde aussi rapidement, de pas nécessairement, je sais pas, là, moi le soir, là, mettons, quand je marche dehors pis qu'il fait noir, je sais pas pourquoi, mais je suis pas capable d'écouter de la musique. Genre, faut que j'entende tout ce qui se passe autour de moi. Tu sais, de juste des petits trucs de même, de entendre si quelqu'un marche derrière toi, essayer de spotter autour, puis autant pour toi-même que, mettons, pour les autres. Genre, si jamais vous êtes comme conscient d'une situation qui arrive devant vous, tu sais. Exemple, là, cette soirée-là, il y avait quelqu'un sur le pont, mais il pensait juste que c'était comme deux vieux avec deux jeunes qui, je sais pas, qui sont partis ensemble. Tu sais, je sais pas, des fois, tu vois juste des affaires louches que tu te poses une question, d'essayer d'être plus vigilant, genre de regarder ça, allez, je sais pas. Ouais, de garder l'œil ouvert, comme dirait Victoria Charlton. C'est vrai. Tu sais, sur la chaîne Vrai, je sais pas si t'as déjà entendu ça. Je sais que Victoria Charlton, justement, a fait une émission oui, OK, c'est là-dessus que j'ai entendu parler, Ouais. Mais en 2024, là, j'ai pas vu si c'était... Je pense que c'est pas encore sorti, mais ça sort sous peu. Mais il y a 2 épisodes d'1 heure, genre une petite série documentaire sur le cas qui va sortir. Okay. Genre après tellement d'années, tu sais, le film qu'il y a eu, c'était en 92. Ouais. Puis là, comme il y a des gens qui ont voulu se repencher sur le sujet, fait que si jamais vous voulez comme en savoir davantage, ou ça s'appelle Un 3 juillet sur le pont. Ouais, 2 épisodes d'1 heure. Mais voilà, ça complète mon histoire. Très bien raconté. Merci d'avoir partagé cette histoire-là que personnellement je connaissais pas. Merci à vous d'avoir écouté, tout le monde. Mais merci d'être à l'écoute. C'est difficile de conclure là-dessus. On dirait qu'on est comme un tristounette, là, mais... je pense que des fois, ça va être ça, là, tu sais. Je pense que... oui. On va rire en masse encore dans d'autres épisodes, comme des épisodes de même, on va... C'est du true crime en même temps, faut s'y attendre. On est plongé dedans, là. Mais bon, n'hésitez pas à nous écrire encore, puis à nous dire si jamais vous avez des recommandations d'autres cas. On en a lu beaucoup, là, que vous nous avez partagé, puis clairement, on va en faire, là. Ça nous intéresse fou. On va les faire. Moi, pour ma part, j'ai plein d'épisodes en banque, fait que ça peut prendre du temps, mais on va arriver à vos suggestions éventuellement. Soyez patients, on va couvrir vos histoires, inquiétez-vous pas. Oui. Puis merci encore pour tout l'amour que vous nous donnez. Vraiment. Ça nous fait du bien. On est trop contente. Oui. Puis tu voulais-tu nous teaser, je sais pas, pour la semaine prochaine? Ah, c'est vrai! J'avais oublié. Attends, j'ai pas réfléchi, mais parce que je sais c'est quoi le cas. Oui. C'est juste que j'ai pas d'indice. Attends. OK, donc pour la semaine prochaine, ça va être à mon tour de raconter une histoire, puis
Et on a fait un petit sondage il y a quelques semaines pour savoir vos préférences quant à la durée de nos épisodes. Puis là, on va essayer de varier un peu. On va essayer de faire un épisode en 2 parties. Donc, la semaine prochaine, mon cas va être divisé en 2 épisodes différents parce que c'est une grosse histoire à part de ça. Oh my God, j'ai hâte! Et petit indice, j'ai envie de te dire tueur en série. Oh mon Dieu! Le premier sur notre chaîne, le premier tueur en série de tous les temps. Non, c'est pas vrai. Le premier tueur en série couvert par Crime glacé. Mais j'ai trop hâte. En 2 parties en plus. Puis il y en a beaucoup, là, des tueurs en série, fait que je te dis pas plus. Non. C'est parfait. Juste ça, je suis déjà excitée. Genre, j'avais quand même hâte qu'on en fasse un. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Oui, pour un autre épisode de Crime glacé. Oui, merci. Bye! Bye!